livre, mais je n'ai pas le livre. Alors, je l'ai gardé, je l'avais, et j'ai eu pour rechercher, j'étais désespéré, je ne l'avais pas. De sorte que, ça fait rien d'ailleurs, mais ça s'appelle, parce que ça s'appelle pas, le titre même s'appelle pas Lecture de Nietzsche, je ne me rappelle plus comment il l'a appelé. Mais enfin, c'est autour de ça, puisqu'il avait donné sa thèse sur Nietzsche fragmentaire, oui. Puisque c'était la lecture des fragments de Nietzsche, la composition de Nietzsche avec les fragments, et avec une thèse complémentaire très intéressante, formant un petit livre, mais ça, c'est pas ça qu'il a reproduit, qu'il a réédité. Ce qu'il a édité, c'est la thèse elle-même. Ça s'appelait Vadimé, comme je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était une sorte de composition de Nietzsche, de recomposition de Nietzsche à partir de fragments que lui-même avait regroupés, mais un livre entièrement fait uniquement à partir de Nietzsche. Mais puisqu'il n'est pas là, et avec le désespoir profond que je vous exprime et qui, en même temps, est accompagné d'une reconnaissance aussi profonde à l'égard de votre présence, par un fait exprès, avec les ennuis épouvantables que l'on a eu cette année à cause de ces congés qui ont été donnés en dépit du bon sens, on ne sait pas comment, aujourd'hui, même les gens qui étaient là la dernière fois ne viendront pas. Alors donc, on va avoir, après quelqu'un qui se déplace exprès pour nous et qui vient, que j'ai sollicité, il y a d'autres choses à faire, puisqu'il est enseignant lui-même. Et en même temps pratiquant la médecine, la psychiatrie, il vient exprès et il ne trouvera quasiment personne. C'est l'ennui. Et oui, l'ennui que j'ai est absolument incommensurable. Mais qu'est-ce que je fais? On ne peut rien faire. Ça sera vu dans le monde entier. Pour le monde entier, c'est ça. C'était malheureux. Et chaque fois que je fais des réprimandes, des représentations, ça ne peut s'adresser qu'à des absents. Donc les absents ne les entendent pas. Et comme ils ne les entendent pas, ils ne se corrigent pas. Et ils savent fort bien que je tiens d'une façon absolue à cette présence du Christ. Enfin, ça ne fait rien, et faisons contre mauvaise fortune. Donc, voilà. Constantin Hirodotou, je te renouvelle également à toi-même mes remerciements d'être présent, parce que, comme tu t'en aperçois, il y a une très lamentable désaffection en cette fin d'année, ce qui est tout à fait déplorable. Mais alors, ta présence me permet d'occuper ces quelques minutes ou dizaines de minutes plus jusqu'à l'arrivée de Stéphane Nadeau, puisque, étant donné qu'il lui-même a un cours et qu'il n'habite pas ici, mais assez loin, il ne peut venir avant 16 heures, mais les 16 heures, il sera ponctuel. Je vais en profiter alors pour remettre et compléter, pour remettre au point ce qui avait été dit la semaine dernière avec Constantin Hirodotou ici présent. Et je le rappelle, cela avait consisté essentiellement à établir à propos de la sexualité deux notions qui sont importantes et qui nous permettent, lorsque l'on parle de sexualité, de ne pas dire n'importe quoi à propos de n'importe quoi. C'est premièrement les dispositifs de sexualité, c'est selon la formule qui avait été énoncée par Constantin, se référant à Michel Foucault. Il n'y a pas de sexualité en soi, mais il y a des dispositifs de sexualité qui sont des formations historiques, notion que je rabâche, qui est très importante, qui paraît
tout à fait simpliste, mais qui est tout à fait fondamentale, si l'on veut y voir clair dans ce domaine. Et je me permets d'ajouter, à titre complémentaire, c'est effroyable. C'est ce bruit, oui. On ne peut pas prononcer un mot. On a l'impression que les mots que l'on dit ne traversent pas un espace supérieur à 10 cm devant soi. Je me permets d'ajouter, mais sans tenir absolument à la dénomination, c'est une indication qu'il y a des dispositifs, mais en même temps que ces dispositifs commandent aussi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce que j'appelle le mot, donc je dis, est indifférent, mais on voit bien dans quel sens il s'oriente, des régimes. Bon, il y a des dispositifs et il y a d'autre part des régimes de sexualité qui sont différents. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut donner à ce mot de régime des sens tout à fait variables. Moi-même, je ne suis pas très fixé là-dessus, il n'y a pas de dogmatisme rigide, mais je veux dire, j'entends par là, en donnant un exemple, qu'il y a, en tant que régime, que je comprendrai à partir précisément de ce que nous avions étudié en commençant, c'est-à-dire la conception contractuelle du mariage chez Kant, qui entre dans la métaphysique des mœurs et qui est une sorte de philosophie du droit, un régime juridique. Il y a un régime de type juridique ou de type contractuel, et par opposition à ce régime juridique et contractuel, il y a des régimes qui sont différents et qui peuvent être considérés comme étant les logiques même d'une sexualité qui se développe sur ses forces propres, que j'appellerais érotiques. Un régime érotique, ou encore, si l'on comprend l'éros comme étant une sorte de combat, c'est-à-dire de lutte, sans qu'il y ait agressivité et antagonisme, mais le mot agone grec exprime bien un peu ce que cela veut dire. L'agone, c'est-à-dire, j'appellerais ça un régime agonistique, ou alors, si l'on pense que l'éros, avec Platon, dans le dialogue Phèdre, est une sorte d'emportement, ou mettons-le entre guillemets de folie, qui en grec se dit mania. On pourrait appeler cela également un régime maniaque, mais le mot en français est plein de connotations, de sorte qu'il faut le mettre entre guillemets plutôt cette fois, un régime maniaque de la sexualité qui comprendrait à ce moment-là, en gros, c'est ça, une érotique. Une érotique, tandis que le reste serait compris dans des formes qui sont des formes juridiques de la sexualité. Donc on voit par là qu'il y a effectivement quelque chose qui ne nous permet pas d'être compris, d'être embrassé exactement dans le même, sous les mêmes catégories de pensée ou dans les mêmes formes de développement logique au sens large, c'est-à-dire de progression, de processus, de relation à l'individu, d'estimation du point de vue moral, du point de vue éthique, et qui engage la sexualité dans un sens beaucoup plus esthétique donc, que éthique.
le sens éthique de la sexualité serait envisagé du côté du jugement ou du juridique, et son sens esthétique serait envisagé du côté de l'éros, du côté de ce que j'appelle l'agonistique, le maniaque, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'éthique au sens large, ou de règles normatives. Mais cela entre malgré tout dans le cadre de ce que, un peu dans le même sens, Nietzsche, en face de la morale, appelait l'immoralisme. Puisque, vous le savez, il revendique même ce nom d'immoraliste à plusieurs reprises, nous, immoralistes, etc. La morale étant en face de cela le régime du jugement, le régime répulsif, réactif, et les forces vives étant les forces de l'immoralisme nietzschéen. Il ne s'est jamais exprimé d'une façon très systématique, relativement c'est effroyable, je dois dire que c'est effroyable, parce que quand on essaie de faire porter sa voix, on a l'impression qu'elle ne porte pas. Vous m'entendez? Oui, à peine.